parler, je vais vous, sans plus attendre, vous installer le PowerPoint et vous donner la petite zapette. Peut-être en attendant que le PowerPoint se mette en place, effectivement, la ville de Rennes s'est inscrite aussi dans le réseau national des collectivités de l'habitat participatif depuis sa création, parce que il me semble, alors je n'étais pas élue encore à l'époque, mais la ville de Rennes et la collectivité avaient quand même pressenti l'appétence de certains publics à tendre vers l'habitat participatif, et elle a d'ailleurs accompagné un certain nombre de projets. Mais lorsque moi je suis devenue élue et en charge, entre autres, de cette question du dossier de l'habitat participatif, j'ai voulu un peu modifier les choses, parce qu'on était plutôt sur une réponse de gré à gré, de porteurs de projets qui venaient contacter la collectivité, qui mettaient du coup à disposition un terrain, avec l'inconvénient, comme l'a dit M. Youn, d'écarter un certain profil de public qui se serait bien vu dans l'habitat participatif, mais ne s'en sentait pas suffisamment costaud ou le dos large pour pouvoir porter ces questions-là, puisque la représentation essentielle de l'habitat participatif, c'est quand même l'autopromotion. Alors effectivement, la première fois que j'ai entendu parler d'office foncier solidaire, c'était au sein du réseau national des collectivités de l'habitat participatif, justement. Et lorsque j'ai été contactée en tant qu'élue de ville de Rennes et conseillère métropolitaine pour être membre de cet office foncier solidaire de Rennes Métropole, alors son nom c'est Foncier solidaire de Rennes Métropole, j'ai été ravie parce que j'avais pu évoquer ce dispositif avec le vice-président en charge de l'habitat au niveau de la métropole, sans vraiment mesurer l'impact que ça avait eu chez lui et comment ça pouvait se mettre en route. Néanmoins, moi j'ai été ravie qu'on puisse effectivement acter la création de ce foncier solidaire de Rennes Métropole, tant j'en voyais des perspectives, et notamment au niveau de l'habitat participatif. Alors pour être tout à fait honnête, on n'en est pas encore là, mais je ne désespère pas. Alors peut-être avant de vous présenter donc ce qu'est le foncier solidaire de Rennes Métropole, peut-être vous rappeler un peu le contexte de la ville de Rennes et dans la question de la fabrique urbaine, donc puisque Rennes porte depuis de nombreuses années, en fait je ne vois rien là-bas, donc je vais plutôt regarder là, je suis désolée, je vais vous tourner la tête. Mes lunettes ne sont plus très bonnes. Donc porte depuis de nombreuses décennies une politique très volontariste et très forte en termes de logement, notamment par la question de la maîtrise foncière, et nous avons cette particularité d'avoir de nombreux actes d'aménagement, parce qu'on n'est pas loin d'en avoir 43 sur la ville de Rennes actuellement. Donc une approche aussi systémique du logement, donc avec cette approche d'agir sur tous les pans de la production du logement, avec l'ensemble des acteurs, et nous avons effectivement un terreau, puisque de grandes collaborations existent depuis de nombreuses années, aussi bien entre les bailleurs sociaux que les coopératives, que les promoteurs privés. Donc c'est vrai que c'est le fruit quand même d'une politique qui est menée depuis de nombreuses années, avec notamment cette volonté d'avoir une vision à l'échelle du territoire, et puis d'avoir une approche équilibrée du logement, que ce soit au sein des mêmes opérations ou bien sur l'ensemble du territoire. Donc je vous ai remis cette petite phrase-là parce que je trouve effectivement, alors c'est Nathalie Appéré qui l'a écrite dans le journal municipal, qui faisait le bilan de la concertation que nous avions menée dès 2016, justement dans le cadre de la fabrique urbaine. Et je trouve qu'elle pose effectivement la question du projet urbain et de quelle ville voulons-nous. Donc avec tous les enjeux, bien évidemment, de la question du vivre ensemble, de la question de la cohésion sociale, mais aussi de la bienveillance, de l'inclusion et du principe d'égalité. Je trouvais important de dire ça, que le projet urbain allait bien évidemment au-delà de la question des routes, des ponts et des infrastructures, comme elle a pu le souligner. Donc effectivement, Rennes a été amenée à revoir son plan local de l'urbanisme. Je vais faire peut-être un peu plus vite sur cette présentation. Plan local de l'urbanisme,
Et donc, comme ça avait été dit ce matin par Stéphane Gruet, qu'effectivement, nos concitoyens ont souvent le sentiment que la ville se fabrique sans eux. Et donc, on n'a pas voulu être dans ce champ-là, d'une part parce qu'effectivement, la question de l'interconnaissance et de la maîtrise des enjeux urbains en associant et en leur permettant de se projeter, c'est quand même quelque chose qui aboutit à une plus grande adhésion sur le projet urbain. Et quand on sait que la question de la densité, la question des hauteurs peuvent faire débat, expliquer d'ores et déjà le projet urbain en amont est important, donc avec les enjeux de diversification de l'offre de l'habitat, bien évidemment. Nous sommes confrontés sur les quartiers prioritaires de la ville à de lourdes restructurations dans le parc social, donc ça implique aussi de faire connaître ces enjeux. Et donc la question de la dimension participative et citoyenne était importante à mener dans le cadre de ce projet urbain que nous avons appelé Rennes 2030, parce que c'est se projeter dans la ville, qu'est-ce qu'on attend de cette ville d'ici l'horizon 2030, donc avec la mise en place de balades urbaines où on réexpliquait un peu l'histoire de la ville et les mutations qu'elle avait pu avoir avec des fils rouges qui étaient dessinés sur les trottoirs, et il y en avait plusieurs comme ça dans toute la ville, les cafés citoyens et enfin les réunions publiques. Reprendre un peu aussi le contexte de l'intercommunalité, donc très vite la notion d'approche territoriale s'est traduite par la création en 1970 du district, donc qui a évolué en 2015 vers la métropole, que c'est donc une métropole constituée de 43 communes, donc à peu près un peu plus de 420 000 habitants, et pour ce qui est de Rennes, on n'en est plus à 209, mais à 213 000, un peu plus de 213 000 habitants, et si on prend les projections et l'évolution démographique et qu'on fait une courbe par rapport aux tendances des années précédentes, d'ici 2020, on sera à peu près à 218 000, ce qui nous laisse penser qu'on peut avoir quelques 5 000 habitants de plus d'ici 2020. Donc il y a bien évidemment tous ces enjeux de croissance démographique, la confrontation au vieillissement de la population comme sur de nombreux territoires, mais également comme sur de nombreux territoires, la question de la précarisation d'une partie de la population. Donc si le précédent PLH que l'on présentait surtout comme une question du choc de l'offre, résumé par le choc de l'offre, a permis de rééquilibrer l'offre de logement entre la ville de Rennes et le territoire métropolitain, tant en termes de logement social que d'accession, que de produits aidés. Le nouveau, et celui qui est en cours actuellement et en cours d'évaluation à mi-parcours, a permis une diversification de l'offre de logement pour répondre à ce fil rouge que le territoire rennais s'est toujours posé, d'un territoire et d'une ville pour tous. Mais on voit bien aussi, dernièrement j'ai pu assister à une conférence de Jean-Claude Drian sur la question des mobilités résidentielles, on voit bien que sur Rennes comme sur le territoire national, cette question des mobilités résidentielles est quand même très cruciale parce que la paupérisation de la population, donc avec une captation dans les parcs locatifs, qu'ils soient privés ou publics, et une difficulté de solvabilisation sur l'accession, il était important d'offrir tout un panel de produits logements qui puissent répondre à différents profils de ménages. Donc avec cette idée de fluidifier les parcours résidentiels, de limiter l'étalement urbain et d'assurer bien évidemment la question des mixités dans les quartiers, donc c'est naturellement posé la question du projet d'office foncier solidaire qui n'est pas tant finalement de réduire le coût du foncier, on le verra plus tard, ni de permettre le financement du foncier par l'emprunt, mais surtout de créer un stock d'accession abordable, puisque l'un des freins justement de cette baisse de la mobilité résidentielle, c'est le coût du logement derrière.
Et si la collectivité, qui met d'ailleurs pas loin de 5 millions dans le cadre de l'accession sociale à la propriété, donc aide les ménages les plus modestes à pouvoir devenir propriétaires, soit en agissant directement sur le prix du foncier, soit par l'aide directe aux ménages par des subventions en fonction de la typologie, ce qui permet de réduire d'autant le coût du logement. La question de la revente était problématique, puisque s'il y avait certes des clauses, des clauses juridiques et enfin des clauses juridiques même pas sûres d'ailleurs, mais au moins des clauses antispéculatives dans la question de l'acte notarié, on voyait bien que sur des territoires attractifs et la plus-value engendrée sur le foncier faisait que les indemnités qu'ils avaient à redevoir à la collectivité représentaient finalement une somme très minime par rapport à la plus-value qu'ils pouvaient faire, et du coup ne permettaient pas aux logements qui, eux, leur avaient permis de devenir propriétaires parce qu'au revenu modeste, de le rester pour d'autres revenus. Et donc l'objectif de l'office foncier, enfin du foncier solidaire de Rennes Métropole, est vraiment celui-là de créer un stock d'accession abordable, puisqu'on était dans une forme de tonneau des Danaïdes. Alors là, pour vous représenter un peu très rapidement la façon dont ça va se mettre en place avec les prix plafonds, donc des différentes accessions sociales, enfin mis sur l'ensemble des territoires, donc avec la couleur rose pour les produits PSLA, la couleur verte également, mais selon les zonages, et puis la couleur blanche ou écrue, on va dire, pour tous les territoires, donc qui pourront avoir du foncier porté par l'Office foncier solidaire et mettre en œuvre des baux réels solidaires. Donc le bail réel solidaire, c'est le principe que les accédants achètent les murs, mais le foncier reste propriétaire de l'office, mais ils doivent une redevance à l'office. Donc c'est une structure associative qui regroupe l'ensemble des producteurs historiques de l'accession sociale, donc sur le territoire de Rennes, donc les organismes HLM bien évidemment, les sociétés coopératives, Rennes Métropole et l'Agence d'aménagement, territoire et développement. Ce qui est à noter, c'est que ce nouveau dispositif, donc qui est effectivement un dispositif innovant, compte tenu de l'histoire de Rennes, et de la métropole, n'a pas forcément amené de nouveaux métiers. C'était des métiers qui étaient déjà portés par les composantes de l'office foncier. Donc voilà, avec de toute façon le calibrage de la production qui est effectif par rapport au PLH, la maîtrise d'ouvrage qui est assurée soit par les bailleurs sociaux, soit par les coopératives, le prix de vente administré, la commission d'admission donc, qui se trouve tripartite, mais c'était déjà le cas dans le cadre de l'accession sociale, et la garantie d'achat et de relogement qui existait déjà. Bon, l'office foncier, là, je vous rappelle juste que c'est une structure sans local et sans personnel, c'est vraiment une structure administrative. Donc, pour reprendre effectivement globalement que l'Office foncier solidaire n'impacte pas le volume global déterminé par le PLH, en revanche, il y a eu une évolution des territoires. Et si on reprend, si vous avez encore en vue la carte avec le territoire blanc, ça fait basculer donc ces territoires-là vers du bail réel solidaire, pardon. Et ce qui représente à peu près une quantité de 300 logements. Et depuis sa mise en place, donc on a dû l'acter fin 2018 au Conseil de Rennes Métropole, la création du foncier solidaire de Rennes. On est d'ores et déjà à la programmation de 150 logements sur la ville de Rennes en termes de baux réels solidaires. Donc on voit que c'est quand même un outil qui s'est très vite mis en route et qui permettra d'ores et déjà de créer un stock assez rapidement donc de logements en accession abordable.
Donc là, je vous l'ai déjà dit, donc de pérenniser un stock de logements en accession abordable, avec bien évidemment la question de la solvabilisation des ménages, dont l'arbitrage du financement sur le foncier et son impact sur la redevance. Bon, ça, je vous reprends les conditions d'accès des accédants, mais ce sont les conditions PSLA en fait, hein, donc voilà. Si ce n'est qu'au final, ils ne sont pas propriétaires de leur foncier, mais ils verseront une redevance. Et donc la question de la solvabilisation des ménages a amené l'arbitrage suivant, que le montant de la redevance donc, est porté à 15 centimes d'euros par mètre carré. Voilà, pour ne pas trop impacter non plus, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un prix, un logement, les murs d'un logement abordable, et puis d'avoir une redevance très élevée, ce qui plombe du coup finalement la capacité d'achat des ménages. Donc ce qui est important aussi, très bien, je vais bientôt arriver, donc je vais être dans les temps. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'effectivement, ce qui pouvait paraître comme assez rédhibitoire finalement pour les ménages, c'était la question de ne pas posséder le foncier, mais aussi la question du prix de vente encadré. Bon, on peut voir hein, que jusqu'à maintenant les produits proposés via le foncier solidaire de Rennes Métropole, ça n'a pas du tout été un frein, et il y a vraiment eu un grand succès de commercialisation parce qu'il y a aussi cette possibilité. La revente, elle permettra une plus-value, ce qui me semble nécessaire et tout à fait légitime dans le cadre d'un parcours résidentiel quand la cellule familiale évolue, donc tendre vers un logement plus grand, mais ce qui veut dire du coup un coût d'acquisition un peu plus élevé, et si la revente de son propre logement ne permet pas, c'est quand même, c'est ce qui peut être un des freins, mais il faudra qu'on soit vigilant d'ailleurs à ça, c'est ce que disait Jean-Claude Drian, et dans la présentation qu'on a eue lundi, notamment dans le cadre de la journée de l'habitat et de la révision du PLH. Enfin, il y a quand même des petits points de vigilance à avoir par rapport à ça, mais néanmoins la question de la revente, une plus-value peut être faite, mais elle sera bien évidemment encadrée, sinon on en arrive au même système. Donc voilà, avec ce fait que le nouvel acquéreur doit être agréé par l'Office foncier solidaire. Donc voilà, une universalité à l'échelle du territoire. Donc ça ne repose pas sur un nouveau modèle économique. Une maîtrise d'ouvrage et une commercialisation donc réalisée par les bailleurs sociaux ou les sociétés coopératives. Le prix de charge foncière et de vente, mais ça c'est déjà un peu inhérent à la politique de l'habitat et du logement sur le territoire. Et que bien évidemment, la question du foncier doit être traitée en amont. Voilà, ce n'est pas l'Office foncier solidaire qui règle le coût du foncier. Donc ça, il me semble important d'intégrer ça dans la démarche. Et un petit résumé donc, du parcours résidentiel possible malgré tout, soit au sein de l'Office foncier solidaire, soit vers d'autres, vers une accession libre pour les primo-accédants. Voilà, ça reprend donc l'acquisition du foncier par l'Office foncier solidaire, les programmes donc, qui sont développés, et puis et la question de la revente potentielle, et la garantie d'un rachat et d'un relogement si cette revente ne peut pas se faire. Voilà, je vous remercie.